Jean-Michel Geneste, qui va nous présenter. Donc, on lui a posé une question. Comment se fait-il qu'il y ait autant de chevaux dans les grottes ornées? Bonjour, on va enchaîner les présentations et les méthodologies aussi, les perspectives. Le point de vue dont je vous parle va être plus résolument du côté des sciences humaines, puisque la matière en question ne sera pas l'animal fossile, l'animal encore vivant, mais sa représentation et donc son image. Ce qui veut dire par là que ce qui va manquer, c'est aussi toute possibilité de référencement objectif à l'animal, à l'os, accéder à sa biologie et à sa physiologie. Donc les images, elles doivent relever d'une autre approche méthodologique. Et c'est pour ça que je parle de sciences humaines. On est confronté à une représentation faite par des humains, mais on ne sait pas exactement de quoi. On sait qu'il s'agit effectivement d'un cheval, d'une espèce biologique, mais ce qui est intéressant et ce qui va nous apporter un surplus de connaissances, c'est de comprendre comment ces sociétés humaines se comportaient par rapport à l'animal sauvage et aux sociétés d'animal sauvage. C'est une interrelation, une interaction homme-animal, et c'est cela qui justifie des précautions particulières. Ces images relèvent d'un concept qui, historiquement, depuis 150 ans maintenant, correspond à celui d'art rupestre. Mais d'art rupestre, dans l'espace eurasiatique, c'est essentiellement celui de l'Europe occidentale qui a occupé le devant de la scène, c'est celui qui est le mieux documenté, et les espaces éloignés, comme par exemple les sites de l'Oural avec Kapova ou Shulgantash, dont je vous montrerai un petit peu les images, sont très excentrés à la partie dans la zone orientale. Le gros de nos connaissances, de la documentation, vient de cet espace. Non pas uniquement pas pour des raisons de prospection, mais simplement c'est là qu'effectivement est né et apparu et sont conservés dans des sites en plein air et sous abri l'essentiel des œuvres. Il y en aura beaucoup moins, il y en a 3 ou 4 en Europe centrale, et il y a ce spot particulier, Kalgouti, les plateaux du Coq, au sommet de l'Altaï, qui correspond probablement à une autre pointe d'émergence lors de la déglaciation vers 25 000 ans d'une capacité à figurer l'animal, et précisément le cheval. Donc cet espace est long. Dans les quelques éléments d'introduction et comment dirais-je, de préalable épistémologique et méthodologique. Penser les images du passé, c'est nécessairement se mettre dans une situation de désapprendre tout ce que l'on sait, puisque ces images proviennent de temps éloignés qui sont d'ordre géologique, et qu'il n'y a pas de filiation. Il n'y a pas de filiation. Il y a une filiation biologique entre nous et ces populations, bien entendu, puisqu'il s'agit essentiellement de sapiens, mais il n'y a pas de filiation au sens de la transmission du savoir, de la transmission des cultures. Et par rapport à cela, c'est un espace, un puits sans fond que nous ne pouvons pas enjamber. On ne peut l'enjamber qu'avec des approches méthodologiques qui sont fondées sur une très grande précaution d'interprétation, et surtout ne pas essayer de reproduire et de considérer ces images comme celles des époques de l'histoire de l'art plus récentes. On ne peut pas fonctionner en établissant des liens. Nous n'avons pas les sociétés vivantes, nous n'avons pas le vivant, nous n'avons pas leur témoignage, et nous n'avons pas surtout leur langue, et nous n'avons pas leur dénomination. Et pas savoir la langue et le nom, la façon dont on dénomme quelque chose, c'est particulièrement invalidant du point de vue de l'interprétation de la figuration ou de tout autre signe, donc du point de vue sémiologique. Donc le temps long nous pose un problème au niveau géologique. Donc aujourd'hui, on dispose cependant d'un grand nombre
de documents, puisque 150 ans de recherche nous ont amené une documentation qui, de plus en plus, est exceptionnelle. Donc, on a une énorme documentation, mais on est relativement en panne. Alors que par ailleurs, on a un foisonnement d'apports interdisciplinaires qui nous documentent du point de vue archéologique, et les présentations précédentes l'ont montré, qui nous donnent de l'information sur non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible à travers le regard que nous portons sur des objets, sur des animaux, sur des restes osseux de cheval ou d'autres. Aujourd'hui, pour parler du cheval, d'abord quelques considérations dans ces données relativement éloignées maintenant, puisque datant de 65-88, vous voyez que le cheval ainsi que le bison étaient dans la classification des représentations préhistoriques d'âge de l'art paléolithique, les premières, les plus importantes. Et le cheval domine toujours. Aujourd'hui, on a presque doublé le nombre de ces représentations. On découvre toujours des grottes ornées. On identifie de plus en plus d'œuvres en réalité. Donc la question se pose, pourquoi, et c'est la question qui m'a été posée et à laquelle nous allons essayer de répondre demain, pourquoi autant de chevaux, autant de représentations de cheval dans cet art? Très tôt, des archéologues comme André Leroy-Gourhan ont identifié qu'il y avait une dyade, qu'il y avait un couple entre le cheval et le bison, et certainement aussi le bison et le roc, qui s'équilibrent, mais qui ne sont pas gérés du tout de la même manière et ne correspondent pas aux mêmes structures dans la représentation, dans les représentations et dans les ensembles archéologiques, dans les ensembles iconographiques que peuvent être un abri sous roche, une grotte, ou bien des ensembles archéologiques d'objets, d'art mobilier, des ensembles de gravures, de plaquettes découvertes dans des sites. Donc, je procéderai non pas comme l'on fait habituellement, c'est-à-dire en suivant l'ordre chronologique, partant des découvertes les plus anciennes. Je pense qu'il y a quelque chose de dangereux de rechercher la structure linéaire à partir d'une origine et d'arriver à un point final qui est toujours celui où nous sommes aujourd'hui. Mais je vous représenterai les apporterai plutôt du point de vue thématique, du point de vue de la technique, du support. Donc j'envisagerai d'abord de vous présenter l'art pariétal, l'art mobilier, les éléments de parure et la représentation du cheval dans les objets techniques. Cela a l'intérêt de documenter une diversité de traitements techniques et de montrer en même temps quelles sont les capacités de ces sociétés au cours des temps paléolithiques, et là, c'est uniquement 25 000 ans de durée, c'est-à-dire entre 45 et 12 000 ans, la période d'apparition entre les premières figurations et les dernières, chez les peuples chasseurs d'Europe occidentale, d'Eurasie d'une manière générale. La sculpture apparaît assez tôt, et là, par exemple, c'est de la structure sur paroi de la grotte du Cap Blanc en Dordogne, où ces chevaux sont grandeur nature et ont la dimension d'un poney, d'un Przewalski, précisément. Donc, on voit le travail que cela représente du point de vue technique pour sculpter ces animaux. Vous pouvez observer qu'ils ont déjà une crinière hérissée, ce qui est un caractère qu'on va retrouver sur beaucoup d'autres animaux, et je vous les détaillerai au fur et à mesure. Donc là, il y a une frise d'une douzaine de mètres représentant essentiellement des chevaux, mais aussi des bisons, dans un abri sous roche qui par ailleurs a été utilisé avec une sépulture du Paléolithique supérieur. L'animal n'est donc pas dans un site isolé, dans un habitat, mais dans un site particulièrement investi sur le plan de la spiritualité. La sculpture, elle est présente aussi pendant toute cette période, et au Magdalénien toujours, dans des sites où les éléments sculptés sur la paroi se sont détachés. Et c'est pour ça que ce sont des fragments. Mais vous voyez l'exercice particulier de travail sur la roche avec du silex pour des formes aussi évoluées, stylisées et
et géométrisé de ces représentations d'Angle sur Anglin, le roc aux sorciers dans la Vienne. Ce qui est assez inhabituel, c'est cette représentation naseau retroussé et vision des dents qui n'est pas fréquente, qui est même assez rare. Donc voilà pour ce site. La gravure profonde, elle est connue en abri, en grotte, mais elle est aussi connue en plein air, comme par exemple dans les sites de plein air du Portugal qui date du Gravettien et du Solutréen. Voici un animal qui est particulièrement grand, qui fait 1,20 m de long, et d'autres qui sont enchâssés, où là il y a plusieurs représentations de chevaux qui ont été surlignées en rouge, bien entendu, avec un mouvement et des positions différentes de la tête et de l'encolure sur le corps de l'animal, et un autre, cette scène a pu être interprétée comme une scène d'accouplement. Ce n'est pas mon point de vue, je me cantonnerai plutôt à des observations plutôt technique. Dans ces sites, il y a beaucoup de représentations de chevaux en plein air. En voici d'autres. Ce sont des surfaces qui ont été utilisées et selon différentes périodes, un tracé nouveau qui est plus lisible a été opéré et ainsi on distingue des représentations de chevaux qui sont pas forcément grands, petits, de différentes tailles. Vous voyez, grands et un plus petit. Je vous parlais de l'Altaï, au sommet de l'Altaï sur le plateau de Loukok au maximum, au moment de la déglaciation, vous avez le reste d'une vallée glaciaire. Il y a 25 ans encore, il y avait un glacier. Il y a 35 ans, il y avait encore un glacier ici. Aujourd'hui, le glacier a complètement disparu, mais sur ces grandes plaques rocheuses qui ont été dégagées, vous voyez, il y a des gravures. Et au premier plan, c'est un cheval de 1,20 m de long. Ils ont été datés. Ces œuvres ont été datées parce qu'il y a toute la zone qui est recouverte de représentations de chevaux et de bovidés et de cervidés. Le voilà sur un autre angle. Vous voyez, ce sont des animaux qui ont les mêmes morphologies, qui ne dépareillent pas dans le bestiaire et dans les techniques et dans les styles d'Europe occidentale, mais qui malgré tout ont des particularités dans leurs attitudes. Il se pourrait effectivement que ce ne soit pas forcément les mêmes chevaux. On n'a pas la représentation de la crinière qu'ont les chevaux dans l'espace occidental et même l'attitude du corps. Les voici ici comparés à ce que l'on connaît d'une manière générale et dans les espaces de grottes de plein air du Portugal, par exemple, ou d'Espagne. Donc ces formes d'équidés ne dépareillent pas parmi cet ensemble, bien qu'il peut par moment être un petit peu distingué. Toujours dans l'intermédiaire entre la sculpture et la gravure, un travail profond de la roche, par exemple dans la grotte de Comarque, une tête de cheval, une grande tête de cheval qui se dégage ainsi que son corps, mais qui est à peine visible dans la morphologie de la roche, et c'est une tête de cheval qui est grandeur nature, avec la bouche ouverte et un petit peu la vision de la denture. La gravure, c'est la période de la gravure, son apogée, c'est le Magdalénien, et il y a un grand nombre en Europe occidentale de grottes avec des représentations du cheval. J'en prends juste une, la grotte des Combarelles. Dans la grotte des Combarelles, il y a 411 représentations de cheval sur 200 mètres de galerie, même pas 150 mètres de galerie ornée. Vous voyez le détail de ces représentations. Elles sont très détaillées. C'est pas toujours facile à voir de la gravure fine, mais on a suffisamment d'informations pour lire des détails anatomiques, des détails morphologiques, des postures qui peuvent être interprétées du point de vue comportemental, deux animaux qui sont en train de se regarder, vous voyez dans des postures plutôt favorables pour l'un, mais pas forcément pour l'autre. Regardez les crinières, ce sont toujours des crinières hérissées. On a donc des éléments d'interprétation comportementale et certainement au niveau du pelage ou de la physiologie et de l'état sanitaire des animaux. Je vais insister sur certains sites comme la grotte Chauvet ou la grotte de Lascaux ou bien Pêche-Merle ici pour montrer des ensembles de chevaux et les éléments de familiarité qu'ils ont. Indépendamment du fait qu'il s'agit toujours de chevaux, le style
des périodes est marquant. Il y a aussi le style des artistes propre à chaque site qui fait que les animaux se ressemblent. Dans la grotte Chauvet, il y a de la gravure, du dessin, et du dessin à la peinture ou au charbon de bois. Et vous voyez ici, il s'agit de gravures sur une paroi molle qui est faite à la fois au doigt, puisque vous avez des tracés digitaux, avec des instruments techniques à d'autres endroits. La lecture détaillée de l'animal et des signes qui sont associés, des autres traces, donne une information sur les conditions de sa réalisation et ce qui voulait être figuré. Le détail de la réalisation de sa tête montre les tracés au doigt, mais en même temps, comment la crinière a bien été dessinée, verticalisée, et ainsi en toupée sur la tête, par exemple. Ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Le panneau des chevaux, dont on a déjà vu un élément dans la grotte Chauvet, il a ceci de particulier que, bien entendu, il est centré par ces têtes de chevaux, mais il a été commencé et entrepris par des têtes de roc à partir de cette ligne inclinée, mais surtout, ce qu'il y a d'important là, à 37 000 ans, entre 33 et 37 000 ans, c'est que pour la première fois, et pour une œuvre ancienne, elle est cadrée. C'est-à-dire que sur la paroi sombre a été raclée une fenêtre, et c'est dans la fenêtre qu'ont été installées les représentations. Il y a donc une attention et une volonté, une emphase à présenter une œuvre, à présenter un sujet et une thématique, non pas n'importe où dans la grotte, même si c'est de l'art pariétal, non pas seulement en fonction des suggestions de l'éclairage, mais à la cadrer au sens moderne en la mettant dans un cadre blanc dessiné sur la paroi sombre. On a aussi cela au niveau du cadrage thématique. Donc là, c'est simplement pour dire que l'intérêt de sites comme la grotte Chauvet, c'est que on peut avoir une datation directe puisque les œuvres sont faites avec du charbon de bois et on a des dates qui collent régulièrement avec 36-37 000 ans sur différents animaux, mais aussi sur les charbons de bois sur le sol. Donc on a une précision importante sur la réalisation, la contemporanéité des œuvres et leur synchronicité entre sites et à l'intérieur du site. Ça, c'est un des éléments qui est important lorsque dans une approche esthétique ou largement anthropologique, du point de vue qui est le mien ici, on a ce type d'information. Ici, toujours dans la grotte Chauvet, sur un panneau différent, en face d'une fissure, vous avez trois têtes de chevaux qui sont en vis-à-vis, et vous voyez le détail de la représentation. On est dans un art à Chauvet qui accorde une grande importance à la physionomie de l'animal, puisque les regards, l'ouverture de la bouche, la position de la langue sont effectivement travaillés et intimement travaillés de la même manière que l'inclinaison de la tête sur l'encolure. On a d'autres chevaux ici, sur ce panneau qui est aussi relativement préparé, où au milieu d'un ensemble de bisons et de rocs et de cervidés, l'animal qui préside en position haute, c'est un protomètre de cheval. Donc le cheval n'est pas simplement dans cet art, un art naturaliste et descriptif. Il y a, au-delà du vérisme, de la représentation, de sa possibilité de lire l'art naturaliste, une organisation des panneaux et une structuration des œuvres. Je passe à un autre espace dans l'Oural, au pied des monts Oural, donc dans une position nordique, dans la grotte de Chulgantach, autrefois appelée Kapova, il y a des représentations de cheval. Le cheval, ici, qui vient d'être dégagé sous la calcite qui était relativement épaisse, coexiste, comme à l'habitude, avec du mammouth, du rhinocéros, des bovidés, des bisons, mais un chameau de Bactriane, puisqu'effectivement, on est passé dans la partie orientale de l'Europe, mais ce cheval va rentrer absolument dans les variations de l'espace européen. Le voici représenté, le voici à nouveau. Passant dans la zone de l'Espagne, voici des représentations de chevaux à Écaïne, vous en avez aperçu. On a là une représentation de la robe de l'animal.
Les animaux, en même temps, ont un style marqué parce qu'on est dans une autre cavité. On voit bien des éléments de pelage ou d'éléments musculaires comme dans la grotte de Nio, où le pelage correspond aussi au faisceau des masses musculaires. Voici Nio, vous voyez un autre style. Il y a la possibilité d'interpréter et de lire les éléments comportementaux dans ces représentations, d'avoir des informations relativement détaillées, peut-être sur la nourriture, la structure anatomique des animaux. Un cheval qui vient d'une grotte habitat de la zone de Cantabrie, qui est apparenté à ceux du sud de la France. Dans la grotte de Lascaux, le cheval est omniprésent, il y en a beaucoup, mais là il a une grande variabilité. Il est placé comme ce protomée d'étalon entre deux représentations de bisons, mais il y a dans cette grotte des représentations de jeunes animaux, de poulains, d'animaux avec des robes et dans des styles différents. Le style est très marqué de la grotte de Lascaux pour ses chevaux. Par contre, il faut retenir les robes, l'association avec un grand nombre de signes, les toutes petites têtes de ces animaux, les perspectives représentées, et des animaux, et celui-ci est important, où à la place de l'avant-main du cheval, il y a un signe en accolade. Donc on est dans une association extrêmement étroite d'une représentation figurative et d'une sémiologie graphique autre. Il y a beaucoup d'animaux métonymiques, ce petit élément ou quelquefois juste une courbure évoque un cheval. Dans la zone non visible du diverticule axial, le cheval devient caricatural, étonnant et quelquefois surprenant sinon inquiétant. Enfin, dans la grotte de Pechmerle, puisque juste au-dessous de nous, il y a ces magnifiques panneaux, on a là un art qui est consommé en ce sens que, bien entendu, il y a ces chevaux pommelés, donc qui évoquent là clairement une autre population de cheval, mais surtout une insertion dans un support qui est extrêmement travaillé, où au lieu d'un contour de cheval classique type Przewalski, et ça c'est une analyse de Michel Laure-Blanchet, c'est ce cheval-là qui a été retenu avec cette crinière, cette encolure particulière, cette tête qui a pratiquement disparu. Il y a aussi tous les signes qui sont associés, qui donnent sens à la représentation et à la figuration, y compris la position des mains qui ont préfiguré à la réalisation de l'œuvre, qui sont autant d'éléments que l'archéologue doit prendre en compte quand il étudie la représentation des œuvres. Toujours dans la grotte de Pechmerle, on voit bien qu'il y a un style propre à ces animaux, immédiate petite tête et représentation du corps de façon particulière, ou celui-ci, cheval, toujours identique. On est dans les représentations de chevaux de Pechmerle et du Quercy, plus précisément, qui est un style assez marqué, comme dans la grotte de Roucadour. On a donc cet ensemble de représentations de chevaux qui appartiennent à un grand ensemble, mais ce n'est pas les similarités qui sont les plus importantes, c'est plutôt les différences. Et dans l'art mobilier, le cheval va être beaucoup plus marqué et stylisé, comme très tôt, aux alentours de 40 000, dans le Jura souabe, avec ces figures qui sont associées à d'autres animaux, petites statuettes en ivoire, ou plus tardivement dans l'art magdalénien, avec ce cheval en ivoire de la grotte des Espelugues à Lourdes, qui est représenté en robe de bosse, avec un grand détail dans le pelage, la crinière, ou ces animaux qui, de façon plus symbolique, vont être des chevaux décharnés, en cours d'exploitation, en anthropisation directe, ou bien sur un crochet de propulseur, ou bien sur une sculpture, ou bien ce petit contour découpé que je tenais particulièrement à montrer parce que visiblement, quand même, cette tête est harnachée et elle a 15 000 ans, ou ces animaux qui sont sur d'autres types de supports. Dans la parure, le cheval, simplement parce qu'il est perforé et utilisé en pendeloque, reprend toujours les mêmes
les mêmes critères. Ici, c'est cheval sur cheval, en ce sens que ce sont des profils et des têtes de chevaux, de cheval avec des distinctions, peut-être des représentations particulières du pelage, mais ils sont sur osioïdes de cheval. Donc c'est tête de cheval sur os de cheval. Et là, on rentre dans une syntaxe particulière du point de vue linguistique. Dans les objets techniques, le cheval n'est pas absent. Ici, sur un crochet de propulseur. Là, par exemple, dans un autre site, on a parlé du cheval chassé. Depuis le Paléolithique moyen, il est chassé avec des pointes, comme des pointes Levallois, pointes de projectiles, puisque il y en a qui sont retrouvés enchâssés complètement ayant traversé des vertèbres de chevaux, ou au solutréen avec des pointes à cran solutréennes. Ici, dans la grotte de Compsonnière, c'est un acromion de cheval qui a reçu en projection frontale une pointe de projectile qui est une pointe à cran qui s'est brisée à l'intérieur après avoir pénétré de 15 mm. Donc l'animal est chassé, mais intentionnellement chassé avec des outils particuliers, dans des conditions particulières. Voilà, à travers tous ces types de représentations, un animal dont le symbolisme est évident dans sa représentation, dans ses états. Et la problématique est que on connaît les espèces existantes, on sait celles qui ont simplement été retenues dans l'art pariétal, et comme vous l'avez vu sur la première diapositive, 12 espèces, pas plus, dans toutes les grottes. Le cheval, toujours au début, en général associé, selon les cavités, avec le bison, mais aussi avec d'autres animaux. Il y a des grottes où ce sont les mammouths, les rhinocéros et les lions qui sont plus nombreux, bien entendu. Mais par contre, quelle était la signification de ces représentations? C'est ce à quoi j'essaierai de répondre demain. Merci. Excusez-moi de ce marathon, mais je tenais à ce que vous ayez une grande documentation dans les yeux avant de comprendre et de passer aux possibilités interprétatives. On a des milliers, enfin presque un millier de représentations de chevaux à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette présentation et cette très riche illustration, en effet. Alors, il a été question de pêche-merle. Effectivement, on connaît les chevaux ponctués de pêche-merle. Ça a généré un grand débat, il y a une dizaine d'années, cette publication dans Nature sur ces chevaux qui étaient potentiellement pommelés, enfin dont la robe était tachetée déjà à l'époque paléolithique. Et les journalistes se sont empressés d'utiliser la photographie des photos des chevaux de pêche-merle ici pour dire, ben voilà, les généticiens viennent de découvrir des chevaux tachetés. La preuve, ils ont été représentés dans Pêche-Merle. Et à cela, Michel Laure-Blanchet, qui est le préhistorien de Pêche-Merle, a réagi. Il a dit, pas du tout. Les chevaux de Pêche-Merle, ce sont des chevaux plus des ponctuations. Pour lui, il y tient. Ce n'est pas la représentation de chevaux pommelés. Voilà. Donc le débat poursuit. C'est une question après d'interprétation et de regard sur cette œuvre. Enfin voilà, je faisais un petit peu ce... J'ai bien dit que les chevaux étaient pommelés. Graphiquement. Est-ce qu'il y a des interventions de la part du public ? Merci Jean-Michel. J'ai été particulièrement touché par le cheval d'Arudi, le contour découpé, parce que 15 000 ans pour la domestication, je suis absolument d'accord, puisque pas très loin à l'Isturitz, on a un cheval qui est complètement harnaché. Donc voilà, c'est bravo. J'ai glissé une tête de cheval harnaché parmi celles que l'on connaît. On n'en connaît pas énormément, mais elles existent et la documentation est inconcevable. Non pas forcément pour parler de la documentation, mais pour évoquer le fait que dans la relation avec l'animal sauvage, très tôt, les capacités d'apprivoisement d'animaux jeunes, etc., a dû exister pour cette espèce et pour d'autres. Ce qui se passera pour la domestication du cheval, c'est une autre histoire, mais il y a une figuration du maintien proche de l'homme, d'animaux portant des éléments d'anthropisation directement sur eux. On n'en a pas beaucoup, mais elles sont là et elles méritent d'être prises en compte. Une autre intervention. Solutréen, magdaléen, est-ce que vous pouvez faire un point, s'il vous plaît ? Ah, les noms des cultures de la fin du Paléolithique.
Le tableau explicatif est dans la deuxième présentation. Je l'ai pas mis au début, mais simplement, et vous avez parfaitement raison. Le Gravettien, l'Aurignacien, au début, est une culture qui va aller de 40 à 35 ou 32. Le Gravettien, de 32 à 29. Après, on a avec du Gravettien supérieur plus récent, puis vous avez une phase solutréenne aux alentours de 23-22, puis vous avez le magdalénien qui va commencer aux alentours de vers 18, 19 000, 20 000, des formes anciennes jusqu'à 12 000 ans, et on a des formes plus tardives de la fin des populations chasseurs, la fin du magdalénien à 12 000 ans. Excusez-moi, c'est pas à ne pas vouloir opter pour une datation. Je suis très très réticent à la lecture évolutive de l'art ou de quoi que ce soit d'autre. Merci Monsieur Jeunesse de nous avoir fait rêver avec ces très très belles images de chevaux là. Et j'ai entendu dans la salle une évocation d'Isturitz à propos de la présence de signes qui révéleraient la domestication. Et j'avais, entendu une histoire à Isturitz de préhistoire aussi qui m'avait bouleversé et qui est pas tellement dans le merveilleux comme ce que vous nous avez montré là, et qui était des découvertes basées sur... il y a beaucoup d'ossements de chevaux, et les archéozoologues s'étonnaient de trouver des ossements de juments gravides et des ossements de poulains avec une fréquence vraiment anormale. Et pas très loin de là a été découvert, dans le même site, un atelier de fabrication de travail du cuir, quoi, avec beaucoup d'outils de travail des peaux et autres. Et une conclusion qui n'était pas très belle, qui était qu'on chassait les femelles gravides pour utiliser le cuir des fœtus de chevaux. Donc tout n'est pas toujours joli dans notre préhistoire. Il n'y avait pas de question, hein, je crois. À partir des données, on peut toujours composer une structure narrative selon le point de vue dont on se place. Ces données, la partie objective, effectivement, la présence d'un certain nombre d'ossements de fœtus implique simplement aussi, beaucoup plus simplement, ça va s'agir d'une chasse saisonnière. Et compte tenu de ce que nous savons sur la fréquentation de ces sites, cela s'explique aisément. Après, l'utilisation du cuir, c'est quelque chose qui est nécessaire pour ces populations, l'animal fournissant des ressources protéiques, mais en même temps une grande gamme de matériaux. Je vous montrerai après à quel point il est important, mais j'ai commencé à indiquer que dans la récupération de l'animal, par exemple, récupérer les oioïdes de manière à en faire quelquefois des grandes séries de pendeloques, parce que c'est un os plat, facile à travailler, qui est léger, qui se coupe facilement et qui est transparent. Donc, qui a une capacité identique à celle de l'ambre ou d'autres objets. Ça peut être un élément qui motive la recherche et l'exploitation dans un crâne, par exemple, de cheval. Et j'ai démembré assez de têtes de cheval pour savoir quelles sont les capacités, les qualités et comment on accède à cet os de la langue. Donc voilà, il y a beaucoup d'interprétations archéologiques. Moi, j'en retiendrai pas forcément une, ou par exemple, ce côté forcément négatif. En même temps, la prédomestication des animaux, j'ai surtout été associé à l'étude de la domestication des camélidés sauvages dans les Hautes-Andes, c'est effectivement la capacité à maintenir un troupeau à portée de la main et à pouvoir l'exploiter ou en tout cas le gérer comme bon lui semble. Pour avoir aussi fait quelques migrations dans la Norvège, ou en tout cas une longue migration en Norvège avec des lapons, je sais que les femelles gravides sont tuées systématiquement avant d'entreprendre la migration, faute de quoi on perd la femelle et effectivement le petit renne qui est à l'intérieur. Donc on préfère récupérer la viande avant le départ. Oui, Catherine Le Tartre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un style et des conventions graphiques dans les représentations de chevaux?
Enfin, on a l'impression que aux périodes les plus anciennes, c'est relativement, je dirais pas uniforme, enfin, beaucoup de chevaux se ressemblent. Et avec le magdalénien, c'est complètement différent et il y a peut-être plus de styles différents. Dans les choix que j'ai faits, je n'ai pas insisté sur les styles qui ont été historiquement d'abord dans les années 20 par André Breuil, puis dans les années 60 par Henri Breuil et André Leroy-Gourand, qui ont classifié, ordonnancé dans le sens d'une évolution progressive des styles et qui a été repris. Les travaux les plus récents de collègues de ce côté-là montrent que ce sont des éléments très particuliers qui imposent des régularités aux représentations. Par exemple, l'angulation entre l'arrière du ventre et la cuisse, la position de la ganache ou dessous de la tête avec l'encolure, la position de l'encolure et du dos. Or, ces éléments sont aussi des éléments comportementaux de communication des chevaux. Les chevaux étant une espèce et des populations animales qui vivent en terrain découvert en général et qui communiquent à distance avec la position, l'inclinaison de la tête et l'inclinaison de l'encolure sur le col. Ce sont les mêmes critères qui sont retrouvés dans les styles. C'est normal, c'était des observateurs et ils sont repris. Malgré tout, on voit que ces critères relativement formel, de respect d'une norme, d'une angulation dans la représentation de certains éléments anatomiques, dans l'architecture de la forme, varient d'un certain point de vue, mais en même temps se maintiennent à travers 25 000 ans d'évolution. Donc ce sont, à mon avis, plutôt des éléments qui sont à interpréter comme la régularité de l'observation comportementale de la part de ces chasseurs et leur réintroduction dans les styles des animaux. Le style des chevaux de Pechmerle par leur élongation ou ceux de Chauvet n'ont rien à voir avec les chevaux beaucoup plus naturalistes les chevaux de Chauvet. Or pourtant, ils ont le même respect de ces positions. Il y a donc une lecture, et j'en reparlerai un peu demain, il y a une lecture comportementale et éthologique de l'animal qui est, du point de vue de la productivité intellectuelle, plus importante que les approches stylistiques pour nous renseigner sur la relation entre les populations de chasseurs et ces populations sauvages. Est-ce que l'échelle de la représentation des animaux a quelque chose à voir avec ce que vous venez d'évoquer? Ou autre chose d'ailleurs? Oui, dans le détail. Il faut rentrer dans le détail. Oui, bien entendu. Et c'est pour ça que dans des sites où il y a des animaux qui sont représentés de grandes dimensions, vous avez aussi quelquefois des animaux qui sont représentés en tout petit. Et à Lascaux, à l'évidence, c'est une manière de mettre en scène un état du monde utilisant des perspectives, des éléments de plan rapprochés ou pas. De la même manière qu'à d'autres moments, je vous montrerai à Chauvet, on peut mettre carrément dans une représentation cadrée, thématiquement cadrée, des animaux hors champ. Et c'est cela qui nous rapproche des structures langagères et d'une approche structurante de l'art. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a énormément de variations et cette variabilité de dimension doit être prise en compte. Et elle est prise en compte à l'intérieur de chaque site. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions ? Merci beaucoup, c'est vraiment un régal. Moi, je vois surtout des juments, pas vous? Mon objectif est d'étudier les humains en relation avec l'animal. Donc, si je pose qu'il y a des humains tout de suite, les juments. Pardon, excusez-moi. Et j'étais très surpris par votre question. Là, j'étais en train de remonter loin. Alors, effectivement, il n'y a pas forcément plus de juments que de mâles. Les étalons sont assez toujours identifiables avec un certain nombre de critères, qui est la largeur de l'encolure et des postures qui sont propres au mâle. Et il y a des juments gestantes, par contre, qui sont bien individualisées et individualisables de manière régulière. Et dans un certain nombre de grottes où il y a des panneaux avec des cohortes ou des séries animales de cheval, on identifie bien les mâles et les juments. Mais il n'y en a pas plus, d'une certaine manière. C'est difficile statistiquement, mais en gros, les statistiques sont celles-ci. On a à peu près le même nombre d'étalons que de juments, et on a un grand nombre d'animaux indéterminés.
et parmi eux, il doit y avoir aussi des juments.